Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici ce qu'écrit en 1958 Annie Ernaux, qui va participer à l'animation d'une colonie de vacances. Je lis dans la persistance de ces images et la fascination de la fille de 58 pour un monde rigoureusement organisé, réglé au coup de sifflet à roulettes, rythmé par les chansons de marche, dans une atmosphère de gaieté et de liberté, une société où tout le monde, du directeur aux infirmières, est d'humeur joyeuse, où les adultes, pour la première fois, lui paraissent supportables, une sorte de monde clos idéal, où tous les besoins sont couverts avec une abondance, une largesse en nourriture, jeux et activités insoupçonnables depuis son pensionnat d'Yvetot. Annie Ernaux, écrite en 1958, elle écrit... puisque au moment d'entrer en école normale à Rouen, elle va encadrer une colonie de vacances. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe avant, puisque en 1952, la formation au diplôme de moniteur de colonie de vacances est obligatoire pour les normaliennes et les normaliens. Donc Annie Ernaux, dans cette fin des années 50, est tout à fait dans ce lot-là. Et j'ai choisi de travailler sur la période 45-52, donc avant cette obligation, pour réfléchir à la façon dont des associations éducatives militantes, beaucoup les CMA, un petit peu les éclaireurs, parlent de la formation pour les instituteurs au diplôme de moniteur de colonies de vacances. Je m'inscris dans la filiation des travaux d'historiens de l'éducation populaire, que sont notamment Jean-Paul Martin, qui est l'auteur d'une grande thèse sur la Ligue de l'enseignement, Julien Fuchs sur le service public des colonies de vacances, mais aussi les travaux que Laurent Gutiérrez a coordonnés autour de la revue Vers l'éducation nouvelle, et puis également l'affiliation des travaux de Juliette Fontaine sur le rôle des instituteurs sous le régime de Vichy. Alors là, touche l'écran. Yes. Voilà. OK. Donc, deux associations. D'abord, les CMA pour les instituteurs et les institutrices, donc une association organisée en 1937. En 1944, ils sont présidés par Pierre Kergomar. Pierre Kergomar, c'est un ingénieur des chemins de fer algériens. Il est le petit-fils de Pauline Kergomar. Donc évidemment, le nom de Kergomar est déjà tout un programme quand on prétend servir l'école. On est d'accord. Et j'ai mis en rouge, au sein du conseil d'administration des CMA à la Libération, les figures qui viennent de l'enseignement public et notamment de l'enseignement primaire. De l'autre côté, les éclaireurs de France, qui sont présidés au même moment par Gustave Monod, directeur du second degré au ministère, comptent un grand nombre d'enseignants, une majorité de gens qui, eux, viennent du second degré. Mais les éclaireurs disent aussi que leurs agents proviennent de l'enseignement du premier degré, souci de travailler avec l'école publique. En fait, chez les éclaireurs, un grand nombre d'enseignants sont venus pendant la guerre du côté des éclaireurs. Donc je vais voir comment, dans cette période de l'immédiate après-guerre, les associations négocient, discutent, s'entendent ou pas sur la question, sur le rôle des instituteurs en dehors de l'école. Donc je fais ça et je me situe dans la préfiguration de cette circulaire de 1952 qui rend obligatoire la préparation du diplôme de moniteur de colonie de vacances. Alors, quelle est la problématique ? Dans quelle mesure les formations à l'encadrement post-scolaire des colonies par les instituteurs intéressent-elles en retour la transformation du métier d'enseignant dans la classe ? C'est à la fois pour aller vers l'extérieur, mais c'est aussi pour retourner vers l'intérieur. C'est une problématique du dedans et du dehors de l'école que des historiens comme Bruno Garnier, comme Daniel Denis ont largement développé. Je propose trois points: former dans et hors l'école, négocier les frontières, et puis quel est le discours du poste scolaire, quelques mots que je me propose d'étudier. Alors, grand 1, former dans et hors l'école, annoncer les chiffres du stage. Effectivement, on a des chiffres importants. Pierre Kergomar annonce en 1947 que l'association a passé le cap des 10 000 stagiaires. Attention, ce n'est pas 10 000 par an, c'est 10 000 depuis 1947, c'est cumulatif. Néanmoins, c'est important, puisque à ce moment-là, ils ont déjà réalisé plus de 220 stages de moniteurs, donc y compris dans les territoires coloniaux. À l'étranger, les CMA commencent à se diffuser, donc c'est quelque chose de tout à fait important. Je me centre là plutôt sur les éclaireurs, parce que c'est plus... sur les CMA, parce que c'est plus significatif. On est dans un moment où le corps des instituteurs est lui-même en expansion. 154 000 en 1945, 172 en 1955, 10 ans plus tard. Donc c'est une hausse considérable. Néanmoins, c'est quand même une minorité tout
tout à fait agissante, puisque c'est en 1945 moins de 3% des instituteurs. C'est très peu, mais on est dans le cadre de la formation là d'une minorité agissante. Donc des stages, un phénomène important, minoritaire, mais pédagogiquement tout à fait significatif. Missionner l'instituteur et l'institutrice hors de l'école. Voici ce que dit Gaston Roux en 1949. Gaston Roux, Julien Fuchs l'a bien décrit, c'est la figure emblématique de la Direction générale de la jeunesse et des sports. C'est une figure qui nous rattache directement à la continuité depuis les politiques du Front populaire et de celle de la Libération. Pour lui, les CMA constituent un corps d'instructeurs irremplaçable, non pour les colonies de vacances, mais pour tous les loisirs éducatifs de la jeunesse, une œuvre d'éducation populaire. L'œuvre d'éducation populaire, incontestablement, est une œuvre d'éducation nationale. Et donc là-dessus, le tempo est dit. Les CMA continuent, poursuivent, prolongent l'œuvre de l'école publique et on le répète à satiété, ils en sont convaincus, ils sont en quelque sorte une avant-garde. Et également, c'est diffusé dans les académies, dans les délégations régionales des CMA. Albert Philippot est le délégué régional des CMA en Bretagne. Les normaliens auront à coup sûr à s'occuper des colonies et des œuvres postscolaires quand ils seront en poste. On est dans la grande tradition de la Troisième République, d'Édouard Petit, etc. Donc tout ça, c'est bien, c'est bien connu. Dans l'Académie de Poitiers, pareil, préparer les cadres des œuvres éducatives de la région. Les instituteurs ont aussi un rôle à jouer dans cette République renaissante, ont un rôle à jouer dans l'encadrement postscolaire des enfants, des élèves, puisque du reste, c'est le même public, c'est le public de l'enseignement primaire. Mais, et il y a un mais, il est tout à fait intéressant, il ne s'agit pas exclusivement d'aller voir ce qui se passe en dehors de l'école, mais il s'agit aussi de revenir à l'intérieur de la classe. Et c'est là que les formations nous intéressent dans notre dynamique de l'éducation nouvelle. Voilà comment un instituteur parle des stages d'information sur l'éducation nouvelle à Saint-Cloud organisés par les CMA. Dans nos classes, on mesure les difficultés. C'est le doute qui avait pénétré dans notre esprit sur les valeurs des méthodes traditionnelles qui n'a fait que se confirmer. Autrement dit, nous revenons du stage de formation CMA avec la certitude qu'il faut changer quelque chose dans notre enseignement, dans nos classes. On s'intéresse bien par la formation à l'extérieur à ce qui se passe dans la classe. Voilà comment un autre instituteur du Nord dit le travail scolaire tout entier trouve dans le système des équipes qu'ils ont appris dans les stages de CMA une vie et des ressources nouvelles. On va former les instituteurs hors l'école pour changer leurs pratiques aussi dans l'école. On est dans une période où incontestablement l'enseignement primaire a une ambition qui est à la fois dans la classe et puis en même temps hors la classe. Également, voici Madame Dufresne, inspectrice des écoles maternelles du Rhône, qui d'une part héberge la délégation régionale des CMA, mais qui demande aussi aux instructeurs de former les maîtresses des écoles maternelles. Dans l'académie de Caen, les journées d'information sur l'enseignement de la géographie, eh bien, tirer avec les normaliennes et les normaliens les conclusions relatives à l'utilisation possible de ces travaux dans leur enseignement. Donc on voit bien que le stage de CMA, bien sûr, c'est pour former les moniteurs de colo, pour former les directeurs. On souhaite que ce soit les instituteurs, on souhaite même que ce soit les couples d'instituteurs, mais on veut aussi que cette formation serve à l'intérieur de la classe. Grand 2, négocier les frontières de l'espace éducatif. Il est évident que les moniteurs de colonies de vacances vont aussi avoir affaire à la famille. La famille est intégrée dans le discours des moniteurs et des directeurs. On a vu, on sait, j'ai travaillé sur la formation des moniteurs dans l'entre-deux-guerres, mais Julien Fuchs l'a redit aussi, que un des modèles existants dans l'entre-deux-guerres, c'est celui du placement familial. Les gamins sont placés à la campagne, dans des familles rurales. Les petits urbains, on les met là parce que c'est le modèle de la colonie sanitaire. Est-ce que tout ça a disparu avec les formations de moniteurs de colonies de vacances collectives et éducatives? Eh bien non, on le voit bien à la Libération. Ici, on est dans l'été 47. Les petits Alsaciens et Alsaciennes qui ont été amenés autour de Reims, dans la Marne, pour passer un mois dans les familles de Marnais et ensuite les petits Marnais sont rentrés avec les petits Alsaciens dans les familles. Pourquoi? Eh bien là, pour confirmer l'enseignement du français
chez les petits Alsaciens et dans les familles alsaciennes, puisqu'on veut assurer la réussite du retour de l'Alsace à la mère patrie. La colonie de vacances familiales sert explicitement là le travail de formation linguistique tout à fait assumé, et les CMA participent de cet engouement. Pour autant, la famille existe aussi dans les colonies de vacances collectives. L'atmosphère en était très familiale et sympathique, dit Pierre Ross, c'est un des instructeurs des CMA qui anime un camp d'ados. Et là, il était avec son épouse et leur bébé, et on voit que la présence du bébé a assuré, comment dirais-je, l'esprit familial de ce camp d'ados. Ça a tout à fait fonctionné. Que n'entendons-nous pas aujourd'hui quand on dit oui, cette colonie de vacances, elle est réussie parce que après tout, c'est l'esprit familial, c'est une colonie de vacances familiale, donc ça marche bien. Pour autant, on doit suppléer aux défaillances de l'enseignement familial, et c'est là qu'interviennent notamment la question de participation des enfants aux tâches domestiques, et notamment dans le service de la table. Eh bien, dans la colonie de vacances, on doit apprendre à faire ce que les familles ne font pas, c'est-à-dire apprendre aux enfants à servir, à mettre et à démettre la table. C'est une chose qu'il importe que les enfants sachent faire, qu'ils ne font pas chez eux ou qu'ils font n'importe comment. D'ailleurs, ça vaut une leçon d'éducation physique, d'apprendre à mettre et à démettre la table. Voilà encore aujourd'hui ce qui caractérise la différence entre colonies éducatives et les colonies marchandes. Eh bien, c'est la participation des enfants aux tâches domestiques. Il y a là un champ d'apprentissage, un champ éducatif tout à fait important. Conserver le genre, ça c'est quelque chose de beaucoup plus classique. Orienter les filles vers la décoration et la table, on est dans une fonction de genre qui, au sortir de la guerre dans les années 50, est tout à fait classique entre les filles et les garçons. Notons par contre que les CMA, à ce moment-là, qui sont présidés donc par Pierre Kergomar, petit-fils de Pauline, évidemment, la question des écoles maternelles, eh bien, c'est au moment où les CMA commencent à s'intéresser aux colonies de vacances maternelles. Vous suivez le lien entre l'école et puis son prolongement dans l'écolo. Eh bien, c'est là on voit l'occasion d'accueillir des garçons pour être moniteurs dans les colonies de vacances maternelles, mais évidemment pour y jouer, au sein de la colonie, le rôle du père. On le met entre guillemets parce qu'on sent que ça ne va pas trop, mais enfin, en tout cas, ça se produit. Je rappelle que les hommes ne sont autorisés à enseigner dans les classes maternelles qu'en 1977. Donc là, on est plus de 20 ans auparavant. Discuter la frontière entre la fiction et la science, ça c'est important, parce qu'en 1948, Gisèle de Failly, qui est une des figures emblématiques des CMA, rappelle que si les CMA viennent des éclaireurs et que les éclaireurs ont beaucoup travaillé le rôle de la fiction chez les tout-petits, enfin chez les 6-8 ans, chez les louveteaux, grâce au livre de la jungle, il dit Baden-Powell, avec le livre de la jungle, a créé une fabulation qui sert de base à la vie des scouts de 8 à 12 ans. Eh bien, attention, dans les colos des CMA, il ne faut pas faire ça. Laissons ça aux éclaireurs, laissons ça aux scouts, écoutons la voix de notre bon sens, il nous préservera de ces excès. Laissons la fiction, laissons l'imaginaire aux scouts, et le milieu naturel et social, c'est-à-dire la vie elle-même, il faut le préférer dans nos colonies de vacances. Voilà donc Gisèle de Failly, qui connaît bien les éclaireurs, puisque c'est avec eux que l'aventure a commencé en 1937, eh bien au contraire, elle met tout ça à distance. Or, au même moment, nous allons voir ce qu'en dit Jean Château, qui est psychopédagogue tout à fait important que l'on connaît, qui commence à écrire dans la revue des CMA. On va le chercher. Jean Château, c'est le spécialiste du jeu. L'enfant déteste tant qu'on ne le prenne pas au sérieux, sa cabane dans le bois, son arc ou son imitation du loup. Jean Château défend l'imitation du loup, là où Gisèle de Failly le conteste fortement. Donc, il faut... Pour comprendre le jeu, dit Jean Château, il faut entrer dans cette atmosphère qui unit le fictif et le réel. Il faut passer à travers le miroir pour trouver avec la petite Alice le monde des merveilles. Voilà donc le scientifique, le psychopédagogue qui contredit la militante
Gisèle de Failly. Là, je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que ce débat-là, il est intégré par les instituteurs qui vont encadrer les colonies de vacances et qui vont donc se poser la question, faut-il vivre ou non, faut-il faire vivre ou non les enfants en colonie dans une atmosphère imaginaire de fiction, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est tout à fait important de voir comment la contradiction apparaît dans la publication des CMA. Enfin, ok, Gisèle de Failly refuse la fiction, mais alors, pourquoi lit-on de temps en temps que Gisèle de Failly est aussi surnommée Griffon? Pourquoi a-t-on, lorsque André Lefebvre meurt, c'est évidemment Vieux Castor qui décède? Pourquoi connaît-on Henri Laborde sous le nom de Loup? Pourquoi Henriette Goldenbaum fabrique-t-elle des pipeaux sous le nom de Fauvette? Pourquoi connaît-on à la Maison d'enfants de Sèvres? On ne connaît pas Yvonne et Roger Agnauer, on ne connaît que Pingouin et Goéland. Voilà comment, en fait, cette histoire-là est une histoire progressive, lente, subtile, de l'autonomisation des CMA vis-à-vis des éclaireurs et vis-à-vis de l'imaginaire pédagogique des scouts. Le totem scout, alors là, il y a les travaux d'anthropologie de Maxime Van Honecker, qui est un anthropologue au CNRS, qui a beaucoup travaillé sur la totémisation et sur le rituel en contexte éducatif, qui sont tout à fait décisifs. C'est lui qui a coordonné la NR Scouto. Donc là, le scoutisme baigne dans ce bain imaginaire du monde animalier, et à ce moment-là, les CMA commencent à mettre à distance. C'est néanmoins une de leurs matrices fondatrices initiales. Négocier l'âge et la maturité des stagiaires, Albert Philippot remarque que des stagiaires sont trop jeunes. J'ai été obligé d'aller jusqu'au renvoi. Nous avons dû intervenir plusieurs fois auprès des normaliens qui sont trop jeunes, qui ont fait la fête, qui sont allés au dancing, suprême scandale, qui ne sont pas autodisciplinés. Comment voulez-vous que s'ils ne sont pas autodisciplinés, ils le fassent faire à des enfants, etc. Une sélection rigoureuse s'impose avant le stage. Il ne faut pas prendre n'importe qui. On est dans une hausse des effectifs quantitative. Lui, attention, il dit il faut revenir au qualitatif. Il ne faut pas recruter n'importe qui si on veut assurer le succès de la colonie de vacances. Donc, il faut sélectionner plus rigoureusement. Or, il n'y a pas de sélection. C'est pas vrai. Et au même moment, un an auparavant, voici ce que dit Gustave Monod du côté des éclaireurs. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que en décembre 1946, les éclaireurs de France organisent, sur le plan national, à Paris, leur congrès national des chefs de patrouille. Les chefs de patrouille, dans la pédagogie scout, ce sont les garçons de 13 à 15 ans qui sont chargés de conduire leur petite équipe autonome de 6 à 8 garçons. Et donc, c'est eux qui sont les plus âgés, les plus expérimentés, et qui, notamment, quand on monte la tente, on construit le vaisselier, la table, etc., c'est le chef de patrouille qui anime ça. Et les éclaireurs, donc, qui développent cette pédagogie, c'est ce qu'a écrit Baden-Powell, c'est ça. Bien au contraire, ils disent, mais des gamins de 13 à 15 ans sont tout à fait en capacité de prendre des responsabilités à leur échelle, ne pas attendre on ne sait quel âge fatidique pour faire faire aux garçons l'épreuve de la liberté, le mettre de bonne heure en présence d'une tâche, de la responsabilité, de l'initiative, de la solidarité dans l'entreprise, prendre conscience de la grande tâche commune dans laquelle ils sont engagés, réfléchir aux expériences, interroger sur les directions à donner au mouvement. Donc on réunit tous ces gamins-là et avènement d'une vraie démocratie. Voilà ce que défend Gustave Monod, c'est que des gamins de 13 à 15 ans prennent de réelles responsabilités. Donc là, évidemment, entre d'un côté les éclaireurs et de l'autre côté les CMA, on voit qu'il n'y a pas du tout la même culture. Je passe rapidement les mots. J'ai été frappé par l'importance de la veillée chez les CMA. Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, les CMA organisent leur veillée annuelle. Et c'est très important, parce que le mot de veillée renvoie explicitement. On est à un moment où, après la guerre, la France achève son électrification globale, et donc l'électricité rentre dans toutes les maisons. Pourtant, la veillée appartient au vocabulaire du monde pré-électricité et appelle la culture familiale et la culture rurale qui est développée dans le monde scout. Eh bien, les CMA en font leur veillée annuelle. Significativement, le grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'est le lieu emblématique, le cœur de l'institution scolaire en France. Et
évidemment, qu'on fasse venir les 4 Barbus, qui est un groupe qui au départ vient de l'éducation populaire, c'est aussi tout à fait significatif, les danses folkloriques bretonnes, mais on note bien qu'à partir de 51, ça ne se fait plus là, eh bien, on sort et on va dans le parc du lycée Michelet. Gustave Monod est le directeur de l'enseignement du second degré. Évidemment, ça facilite les choses pour que les CMA aient accès au lycée Michelet. Vous avez compris le rapport. Et c'est là qu'on voit apparaître un pédagogue emblématique de la danse en France, qui est Jean-Michel Guilcher, l'auteur d'une thèse remarquable sur la danse populaire en Basse-Bretagne, qui est un des fondements de la pédagogie des CMA dans ces années 50-60. Alors, la laïcité, je passe rapidement. En décembre 1946, le fondateur des CMA meurt, André Lefebvre. Il ne lui manque que les stigmates de la Passion pour être le Padre Pio de l'éducation populaire. C'est un catholique social, il vient du sillon de Marc Sangnier. Et après sa mort, tout d'un coup, on voit dans la foulée apparaître la question laïque chez les CMA, qui n'apparaissait pas auparavant, et donc, mais avec une nuance nettement spiritualiste, puisque il faut essayer d'organiser que les gamins puissent assister au culte. C'est à ce moment-là qu'on commence à mettre dans les dossiers, vous savez, l'enfant a-t-il des obligations religieuses? Si oui, lesquelles? Donc, les CMA vont se débrouiller avec. Et puis, il y a des réactions, parce que... voilà, il faudrait mettre des moniteurs de toutes les croyances pour amener les gamins à tous les cultes, pour suivre ça. Mais en fait, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord. Et donc, il y a une réaction des laïcs plus militants qui fait que là, le débat est assez vif. Nous avons montré le maximum de respect. Mais de toute façon, la question est réglée. Parce qu'en 1951, avec les lois Marie Barranger, les CMA doivent se positionner. S'ils sont du côté de l'école publique, ils sont obligés de rejoindre le SNI, de rejoindre les mouvements laïques contre la loi Marie Barranger de subvention aux écoles privées. Et là, du coup, l'alignement des CMA sur l'école laïque se fait d'une façon beaucoup plus militante. Donc, en conclusion, former à la fois dedans et dehors de l'école, incontestablement une minorité agissante en faveur de l'éducation nouvelle pour les enseignants. Tout ça se vit dans un continuum entre l'école et la post-école. Le terme de rupture n'apparaît pas dans ce qui est écrit. On est dans une continuité complète. Une autonomie progressive des CMA vis-à-vis du bain matriciel originel qui est celui du scoutisme. Un patrimoine éducatif en cours de constitution, les danses, les impressions à la pomme de terre, les marionnettes, etc. Tout ça, vous connaissez. Et puis, ça aboutit en 1952 à l'obligation de formation pour les normaliens. Je vous remercie. Merci Nicolas.